Salam, je vais quand même vous passer un petit salam par politesse, quoi, hein, tant qu'à faire. Bon, bah là, je vais vous mettre une vidéo, parce que dans vos commentaires, vous êtes en train de me dire, non, mais pourquoi, non, mais ça, non, mais si. Bon, là, je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer bien que mais c'est même pas un Algérien, c'est un Français apparemment qui devrait s'appeler Emmanuel Devers, un truc comme ça, dans un reportage Vendredi Rouge, le Sahara occidental. Et lui, il vous explique bien à qui il appartient le Sahara occidental, clairement. Donc voilà pourquoi je prends mes positions. Déjà, il me dit ça va. Après, avant ça, je vais lire. Ah ouais, je vais en profiter pour lire un ou deux commentaires. Là, je vais regarder de ce que vous me dites. Et vous inquiétez pas, je vais pas m'arrêter à cause de ça. Il y a par exemple, attends, un commentaire. Là, il y en a, je vais prendre au hasard. Il y en a, il me dit, vous êtes des bounifs. Bounif. Ouais. Ouais, je préfère être là, 10 milieux sous la mer d'être un bounif qu'être un bousselier de là-bas. Hein? Ou un bousselier d'Ine. Et quand tu me dis aussi Boukharouba juste en dessous, Boukharouba, vous l'aimez pas, pourquoi? Parce que M. Boukharouba, alias Boumediene, c'est lui qui vous a collé cette étiquette à Bousségileb, à Bousségidine. Écoutez, c'est ce qu'il dit, lui, c'est un grand homme. Après, voilà, quoi, moi, je suis pas dans une monarchie, hein, on n'est pas régi par les lois du Maroc si on est un pays libre, une démocratie, comme quoi je vais en Algérie ou quoi, c'est la démocratie, moi, partout où je vis. Bon, je vais vous laisser avec cette personne qui va vous expliquer. Allez, bon visionnage. Alors, pour revenir maintenant un petit peu sur l'histoire du Sahara occidental, à nouveau pour que vous compreniez bien la problématique, on peut diviser l'histoire du Sahara occidental en deux périodes, l'histoire proche. Une première qui va finalement de 1900 à 1975, et puis ensuite 1975 à nos jours. Alors avant 1975, il faut commencer d'abord par la prise du territoire par les Espagnols, qui s'inscrit dans le cadre de la conférence de Berlin, donc où les puissances coloniales se partagent l'Afrique. Et le bout dont hérite l'Espagne, c'est le Sahara espagnol. À cette époque-là, les puissances coloniales ont des relations, et notamment le Maroc qui se trouvait sous protectorat français, donc assimilable à une colonie française. Le territoire du Maroc et le territoire du Sahara occidental sont délimités dès 1900 par des conventions de frontières qui sont toujours en vigueur, conclues entre les deux puissances coloniales d'alors, qui étaient la France et l'Espagne. En 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et donc à partir de ce moment-là, c'est très important, le Sahara occidental devient ce qu'on appelle au plan du droit international un territoire non autonome. C'est-à-dire que c'est un territoire qui cesse de relever de la souveraineté de l'Espagne. Au plan du droit international, l'Espagne devient puissance administrante, donc elle a une responsabilité à l'égard du territoire, à l'égard de sa population, mais par exemple, elle ne peut plus disposer du territoire, donc elle ne peut pas en donner un bout aux voisins. Elle peut, si elle exploite les ressources naturelles, elle doit le faire en concertation avec le peuple du territoire colonisé. Et surtout, l'Espagne doit organiser le référendum d'autodétermination pour que le peuple du Sahara occidental choisisse soit de son rattachement à l'Espagne, soit une espèce de statut d'État associé, soit enfin l'indépendance. En mai 1973, le Front Polisario est constitué parce que l'Espagne traîne des pieds pour organiser le référendum d'autodétermination. Finalement, en 1974, l'Espagne annonce publiquement qu'elle organisera le référendum d'autodétermination au premier semestre de l'année 1975. Et donc c'est là que tout bascule, parce que fin 1974, in extremis, le Royaume du Maroc et la Mauritanie obtiennent de l'Assemblée générale des Nations Unies qu'elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de justice, et en lui posant deux questions, parce que le Maroc contestait en fait le statut de territoire non autonome, et il estimait que c'était à lui que ça devait les revenir, en posant deux questions à la Cour, qui étaient de savoir est-ce que, au moment où l'Espagne prend le territoire, donc au moment de la conférence de Berlin, est-ce qu'il est exact que le territoire du Sahara occidental est une terra nullius, c'est-à-dire un territoire sans maître qui est susceptible d'acquisition par le pouvoir colonial?
Première question. Deuxième question, quelle est la nature juridique des liens qui existent entre le Maroc et la Mauritanie? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à trouver des traces d'une souveraineté marocaine, d'une souveraineté mauritanienne sur le territoire du Sahara occidental qui justifierait que finalement on renonce au processus d'autodétermination? Alors, en octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son avis et elle dit, effectivement, au moment de la colonisation espagnole, le Sahara occidental n'était pas une terra nullius. Sur le deuxième point, elle dit, pour autant, s'il existe des liens juridiques entre le Maroc d'une part et entre la Mauritanie d'autre part, ces liens juridiques ne sont pas suffisants pour caractériser une souveraineté territoriale. C'est-à-dire que, comme si vous voulez, le Luxembourg a une certaine proximité avec l'Allemagne, une certaine proximité avec la France, pour autant, cette proximité-là, elle ne caractérise pas une souveraineté allemande ou une souveraineté française sur le Luxembourg. Pour le Sahara occidental, c'est la même chose. Ces liens existent, mais ces liens ne caractérisent pas la souveraineté. Donc, la conclusion de la Cour est très très claire à partir de ce moment-là. Le processus d'autodétermination, le Sahara n'est pas un territoire marocain, il n'est pas un territoire mauritanien, et le processus d'autodétermination qui avait été initié par l'Espagne doit reprendre, et on doit consulter les Sahraouis pour leur demander ce qu'ils veulent. Toutefois, au lendemain de l'avis de la Cour internationale de justice, contre toute attente, le Maroc, qui va devant le juge et qui perd tout, annonce que tout le monde a reconnu sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Et donc c'est à ce moment-là que Hassan II prononce son célèbre discours, qui est le discours de la Marche verte, où il explique en substance que la notion de souveraineté est une notion colonialiste, que la Cour a reconnu des liens d'allégeance entre le Maroc et le Sahara occidental, et qu'au sens du droit public musulman, ces liens d'allégeance sont suffisants pour caractériser l'appartenance du Sahara au Maroc. Donc, si vous voulez, c'est invoquer une espèce de théorie des grands espaces, une théorie de droit naturel pour récupérer un territoire qui, en droit, n'appartient pas au Maroc. Et donc, dans le cadre de cette de discours sur la marche verte dans lequel il expose sa technique juridique, qui est vraiment une falsification historique complète, il expose qu'il demande au peuple marocain de marcher sur le Sahara occidental pour récupérer son territoire, ses provinces du Sud, le territoire du Sahara. Et donc le 5 novembre 1975, malgré les appels du Conseil de sécurité, stoppez la marche, vous avez 350 000 Marocains qui franchissent la frontière avec le Sahara occidental et qui s'établissent au Sahara. Ici commence la seconde période pour le Sahara occidental, qui est donc la période qui va de 1975 à nos jours. Alors au début, l'Espagne dit je vais défendre le Sahara occidental, je vais défendre ma colonie, et donc je vais exercer mon droit à la légitime défense si le Maroc vient et franchit la frontière. Et puis finalement, au dernier moment, il abandonne le Sahara occidental, il abandonne son peuple, et il laisse le Maroc passer la frontière. Et en novembre 1975, l'Espagne, la Mauritanie et le Maroc adoptent ce qu'on appelle la déclaration tripartite de Madrid, où l'Espagne, alors qu'elle n'en a pas la compétence, décide de transférer sa qualité de puissance administrante au Maroc, à la Mauritanie, pour que ce soit le Maroc et la Mauritanie qui exercent les fonctions et qui décolonisent le territoire du Sahara occidental. Si je devais prendre une image, toute proportion gardée, les accords de Madrid sont un peu les accords de Munich appliqués au territoire du Sahara occidental. C'est-à-dire des souverains étrangers qui décident, dans le déni des droits du peuple, de s'accaparer un territoire qui ne leur appartient pas. Et donc, sur la base des accords tripartites, l'Espagne se retire, le Maroc, la Mauritanie investissent le territoire, le Maroc en récupère les 2 tiers, la Mauritanie en récupère 1 tiers, et ils annexent juridiquement les portions qu'ils récupèrent. Donc, à partir de ce moment, il est très clair qu'il n'est plus du tout question de décoloniser le Sahara occidental, qu'il n'est plus question que le peuple sahraoui exerce son droit à l'autodétermination. Ce qui se passe à cette époque-là, à nouveau pour vous donner une image, on peut dire que ce qu'a fait Israël à l'égard de Jérusalem-Est, en décidant la réunification et donc l'annexion de jure de Jérusalem-Est, le Maroc, la Mauritanie décident de le faire à l'égard de l'ensemble d'un territoire. À ce moment-là, évidemment, les Sahraouis décident de se défendre, et donc on a un conflit armé qui éclate entre le Front Polisario d'une part, soutenu par l'Algérie, et la Mauritanie et le Maroc d'autre part. Alors, en 1975,
la Mauritanie, assez affaiblie, finalement, finit par renoncer à ses prétentions territoriales. Elle signe un traité de paix avec le Polisario où elle renonce à ses prétentions territoriales sur le Sahara occidental. Et le Maroc, lui, en réponse, il décide de récupérer la partie délaissée par les Mauritaniens. En 1979 et en 1980, par 2 fois, l'Assemblée générale des Nations Unies condamne l'extension par le Maroc de son occupation du Sahara occidental, lui demande de se retirer, et ensuite, et ça c'est un fait très important dans notre procédure à nouveau, il reconnaît le Front Polisario comme seul et unique représentant du peuple sahraoui. Ça veut dire très concrètement que maintenant, quand il faudra parler de la décolonisation du Sahara occidental à quelqu'un, c'est au Front Polisario qu'il faudra s'adresser. Alors que le Maroc aurait dû décider de se retirer, à la place, il décide de construire le mur, dont vous avez l'image là, pour bloquer et essayer de gagner le conflit armé. Finalement, on entre dans une période où le rapport de force plus ou moins s'équilibre et on n'arrive plus à dire qui va gagner sur l'autre. Donc en 1988, le Front Polisario et le Maroc décident de conclure un plan de règlement sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est endossé par le Conseil de sécurité en 1991. Ce plan de règlement, il repose sur 2 axes. Le premier, d'abord, c'est un accord de cessez-le-feu